Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui de la santé et plus précisément du secteur de la pharma, des grands laboratoires pharmaceutiques cotés qui sont suivis de manière précise, pointue, historique par Éric Le Bérigot à mes côtés en plateau, expert santé et consultant aujourd'hui pour la financière de l'Échiquier. Bonsoir Éric. Bonsoir Eva. Merci beaucoup d'être avec nous. Il y a eu déjà quelques grandes pharmas qui ont publié leurs résultats. Rapide état des lieux. Alors, on parle beaucoup de valorisation aujourd'hui. On voit un marché qui est en recherche de prix pour un secteur comme le logiciel, dans la tech, par exemple. La pharma est un secteur bien connu, évidemment, des investisseurs. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui là, de la valorisation du secteur par rapport au reste du marché? Et est-ce que l'exercice d'analyse mène à l'idée qu'il y a de la valeur ou de l'upside aujourd'hui dans ce secteur de la pharma en général, j'entends Éric. Oui, alors je crois que la dernière fois qu'on s'était vu, c'était pour faire le bilan des annonces de Trump et le fait que ça a été un soulagement pour le secteur de la santé de manière générale. C'est vrai que ça conduit quand même à faire un distinguo assez net entre la pharma et la medtech. On voit que quand même pour la pharma, ça a effectivement été un soulagement et donc on n'a globalement pas eu de déception sur les annonces des annuels et des guidance. Alors modulo, on y reviendra tout à l'heure, je crois, sur Novo Nordisk, parce que là, il y a une volatilité extrêmement forte et une spécificité sur l'exercice 2026. Mais sinon, globalement, pas de surprise, une bonne réaction. Après l'emballement de l'automne, on pouvait craindre éventuellement une consolidation et en fait, le secteur pharma a plutôt continué. Une journée comme aujourd'hui, elle est assez représentative. C'est quand même globalement en rouge, mais on a quand même un Astra qui monte, un Novartis dans le vert, donc les big pharma s'en sortent plutôt pas mal. Sur la valo, on est revenu à une valorisation historique à peu près moyenne sur 20-25 ans. Après, si on met ça en parallèle avec des fondamentaux qui se sont plutôt améliorés, c'est-à-dire qu'on a devant nous 2 années théoriquement de forte croissance et de lancements importants en amont du prochain cycle de perte de brevets. Donc 26-27, c'est beaucoup de gros lancements de futurs blockbusters. Donc c'est la séquence de sortie des pipelines qui arrive. Une R&D extrêmement riche. Astra est un bon exemple avec un taux de succès l'année dernière qui a été record et donc ce qui a réussi l'année dernière va être lancé globalement cette année. Un contexte géopolitique qui s'est du coup à peu près normalisé, on va dire, jusqu'à ce que ça revienne, mais pour le moment il a l'air de regarder ailleurs, donc très bien. Et il faut rappeler toujours que les US, c'est la moitié du marché pharmaceutique mondial et ça absorbe les 2/3 de l'innovation pharmaceutique. Donc c'est pour ça qu'on fait ce focus sur les US. Et donc, si on met l'un en rapport à l'autre et en relatif, on considère que, oui, sur le segment pharma a encore clairement un potentiel. Vous disiez la journée, la séquence même du moment est assez emblématique quand on voit effectivement les crashs quotidiens dans le secteur du logiciel. On a une série de victimes tous les jours sacrifiées sur l'autel de l'IA. De voir la résilience d'un secteur comme celui de la pharma, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que le marché ne voit pas la pharma comme étant une victime de l'IA. Est-ce que pour autant le marché voit la pharma comme étant un gagnant de l'IA, Éric? Alors, c'est un thème... En fait, je pense que c'est une des industries qui s'est saisie de l'IA le plus tôt, parmi les premières. Mais je pense qu'on est encore un petit peu dans l'incertitude sur les retombées précises et l'horizon auquel ces retombées seront palpables, tangibles. Mais c'est intéressant parce que hier, sur le call d'AstraZeneca qui publiait ses annuels, il y a eu la question sur justement ce taux de succès assez record de la recherche l'année dernière. Est-ce que vous allez garantir des taux qui se reproduisent comme ça? Et le CEO a dit, on est quand même dans un secteur où il y a un risque inhérent à notre activité. Mais il a utilisé l'exemple de l'IA pour dire c'est un facteur de réduction de ce risque clinique. Et en fait, là où l'IA sert beaucoup l'industrie pharmaceutique, c'est qu'il va permettre de beaucoup mieux piloter les études, sélectionner les populations, représenter les cibles, peut-être aussi reproduire une forme de groupe placebo, c'est-à-dire que de plus en plus, on sent que les agences réglementaires sont un peu réticentes à donner des placebos à des patients dans des études. C'est-à-dire finalement, l'IA peut nous représenter la vie réelle dans le cadre d'études cliniques sans avoir besoin de conduire un bras. Et donc, c'est des économies, ça permet d'aller plus vite et ça permet de sélectionner plus rapidement la bonne population. Donc oui, probablement pas disrupteur.
et pour l'instant à la marge, mais possiblement dans la durée, un vrai facteur d'accélération et d'augmentation du taux de succès de la R&D. C'est ça, et de différenciation peut-être entre laboratoires, entre ceux qui sauront vraiment intégrer, implémenter ces solutions-là dans leur phase de recherche. Tous nous en parlent, font intervenir des prestataires extérieurs, intègrent une partie de cela. Est-ce que quelqu'un prend le pas? C'est difficile, mais en tout cas, globalement, ça a l'air positif pour l'industrie. On a beaucoup parlé de la réduction de l'horizon de toute la phase d'études, de recherche et jusqu'à la mise sur le marché, mais c'est aussi la notion de dérisking qu'il faut comprendre. C'est ça, c'est pas que la durée des études, mais c'est le fait que les études seront peut-être moins risquées avec des taux de succès structurellement peut-être un peu plus élevés demain. Un exemple, si on fait une étude de phase 3 avec 3000 patients, imaginons vous avez 2 bras qui testent 2 doses de votre nouveau médicament, et puis vous avez un bras qui est le bras contrôle, soit c'est le standard thérapeutique actuel, soit c'est un placebo s'il n'y a pas de standard. Et là, on va dire, sur une étude de 3000 patients, il va y avoir 1000 patients dans ce bras contrôle. Demain, avec l'IA, au lieu d'avoir 1000 patients, vous pouvez avoir 100 000 patients. Et donc, vous avez une représentativité beaucoup plus forte de ce qu'est la vie réelle sur ce traitement-là, parce que ce traitement, il peut être donné depuis 10 ans, et donc on a une base de données en fait, qui est beaucoup plus riche que ce que pourra représenter une étude. À propos de traitement, un petit état des lieux de ce marché de l'obésité dont on a beaucoup parlé avec vous ces dernières années, Eric. La nouveauté, donc, ce sont les traitements par voie orale qui arrivent sur le marché. Novo a lancé sa pilule et on attend dans quelques semaines celle d'Eli Lilly. Alors, qu'est-ce que ça change par rapport à des traitements qui se font sous forme d'injection aujourd'hui? Est-ce que c'est un élargissement du marché ou est-ce que c'est un remplacement du marché par injection, selon vous? C'est a priori, dans une grande mesure, un supplément, un segment qui est sans doute différent du premier. Alors, Novo corrige un petit peu sa copie précédente. C'est-à-dire que Novo était parti sur un positionnement très médical de ses produits. On avait beaucoup parlé, l'étude SELECT, le bénéfice cardio-métabolique. On ne perd pas seulement du poids, il y a un bénéfice sur l'hypertension, il y a un bénéfice sur le diabète, etc. Et donc, il avait joué cette carte conformément à ce qu'il est, un laboratoire pharmaceutique. Bon, Lilly avait, dès le départ... vu le côté consumer. Il faut communiquer sur la perte de poids. Et donc, ça, Novo s'en est rendu compte. D'où les influenceurs, etc. Bien sûr. Enfin, voilà. Et donc, Novo, là, a corrigé le tir. Ça veut dire qu'il faut utiliser à la fois des canaux de communication, effectivement, mais des canaux de distribution aussi. Il faut être dans les chaînes de pharmacie. Il faut faire des accords un petit peu particuliers avec tous ceux qui peuvent vous permettre d'aller chercher le volume. Jusqu'à présent, on a gratté la surface, en fait. Il y a moins de 10% des patients qui souffrent d'obésité aux États-Unis qui, à un moment ou à un autre, ont reçu un GLP-1. Donc, l'essentiel reste à faire. Pour ça, alors ils sont passés par les fourches de l'administration Trump, c'est-à-dire que Trump a fait un exemple aussi sur son argument de baisse de prix, les États-Unis payent trop cher, etc. Les GLP-1, c'était un bon exemple. Et donc là, il l'a mis en pratique. Et donc les prix, on parlait à une époque où vous vous souvenez, 1200, 1400 $ par mois. Alors même si ça c'était un prix public et que personne payait ce prix-là, il n'empêche que le reste à charge était quand même relativement lourd, que pour les systèmes d'assurance c'était un problème. On se disait que si en fait une grande partie vont chercher un tel traitement, ça fait exploser les systèmes. Et donc là, on est venu sur ces traitements oraux, au moins sur les doses les plus faibles, donc pour démarrer le traitement à peu près à 150 $ par mois. Et donc, là, on ouvre la possibilité à ce qu'un certain nombre de patients payent de leur poche, à ce que beaucoup plus de systèmes d'assurance acceptent de payer. Et donc, là, on est parti sur du beaucoup plus consumer, effectivement. Bon. Et avec donc, pour le moment, les volumes sont records. Avec le risque, d'ailleurs, que les protocoles ne soient pas bien suivis par les patients. Alors, Eric, là, c'est une pilule par jour contre une injection par semaine. Voilà. Donc ça, effectivement, c'est une des questions. La durée pendant laquelle les patients vont rester sous traitement, parce que pour le moment, on a 1 mois de recul, donc on a des prescriptions records. Chaque semaine est meilleure que la précédente. On regarde les prescriptions à la journée. Il y a eu un grand spot aussi à la mi-temps du Super Bowl le week-end dernier. Enfin voilà, on est vraiment dans ce buzz. Donc beaucoup de gens essayent. Est-ce qu'ils vont rester? Est-ce qu'ils vont suivre le protocole d'augmenter la dose jusqu'à la dose maximale? Est-ce qu'ils vont se montrer déçus finalement s'ils restent sur des doses faibles du peu de poids qu'ils perdent? Malgré tout, ils vont rencontrer quelques effets secondaires.
Bon, c'est une autre on histoire. manque de recul, mais bon, voilà, ça crée de la volatilité. Donc effectivement, le titre a repris avant de rechuter violemment sur la guidance 2026 qui est très mauvaise. Parce que pour revenir à votre question de départ, il y a quand même un petit peu de cannibalisation probablement pour Novo, parce qu'ils ont voulu capitaliser sur le nom de Wegovy qui est très connu. Ah oui. L'inconvénient de ça, c'est que quand vous l'appelez la pilule Wegovy, votre injectable, il porte le même nom. Donc, il y a quand même un petit risque qu'on fasse l'un ou l'autre. Ils sont en train d'apprendre le marketing, quoi. Voilà, c'est ça. Et le fait qu'ils aient quelques semaines d'avance sur Lilly, qui doit arriver avec sa pilule prochainement, je crois, c'est sur un marché de consumer, c'est stratégique d'avoir quelques semaines d'avance, ou ça fait pas une différence énorme à la fin de l'année? Alors, oui, probablement, et c'est pour ça qu'ils essayent d'aller le plus vite possible. Après, pour le moment, il n'y a pas l'air d'y avoir de panique chez Lilly, et le titre Lilly n'en a pas souffert. C'est-à-dire que la lecture qui se fait, c'est que c'est un nouveau marché. Si ce nouveau marché est en train de se créer, il y en a pour des années à le construire. Idem, Astra hier disait ce marché il est très immature, donc c'est pour ça que nous on a le temps d'y entrer aussi. Voilà. Il y aura un marché de combinaison, on va mettre un anti-obésité avec un anti-hypertenseur, avec un anti-cholestérol, etc. Donc voilà. Bon, mais cette petite avance, les produits après, ils ont des avantages et des inconvénients différents l'un de l'autre. Donc, on verra. Pour le moment, c'est plus les hedge funds qui s'en donnent à cœur joie. Sur le titre Novo, voilà. Bon, un mot, il nous reste là, peu de temps malheureusement, mais un mot de Sanofi peut-être, notre leader français dans ce secteur de la pharma. Je regardais simplement le cours de bourse, on est à 80-81. C'est une oscillation continue depuis 5 ans, sans véritable tendance. Et là, on est plutôt dans le bas de la fourchette, plutôt que dans le haut du range, Eric. Il ne se passe pas grand-chose. Non, c'est une des déceptions sur les derniers mois, clairement. Ce qu'on peut dire, c'est que en fait, le pari, c'était de vraiment changer de rythme et de braquet sur la R&D. On sait que c'est le point faible depuis pas mal d'années. Et on se disait, bon, là, il y a des têtes nouvelles, il y a une manière d'aborder les choses un peu différente. Et donc, on peut s'attendre à ce qu'il y ait une rupture. Et cette rupture, elle met un petit peu plus de temps, de manière très factuelle, pour se matérialiser. Donc, il y avait 2 opportunités avec deux résultats cliniques importants l'année dernière. Et malheureusement, c'est tombé à côté. Donc, il va falloir attendre d'autres échéances. Donc, c'est malheureusement un petit peu repoussé dans le temps. C'est pas encore le réveil plein et entier du titre Sanofi. Merci beaucoup, Eric. Merci d'être venu discuter pour nous de ces enjeux dans ce secteur de la pharma, des grands laboratoires pharmaceutiques cotés dans le monde. Eric Le Bérigot, expert santé, consultant pour la financière de l'Échiquier, était l'invité de ce dernier quart d'heure de Smart Bourse.